pour des raisons variées et de priorité de chaque arrondissement et de caractéristiques des problématiques des territoires. C'est le 10e arrondissement qui s'est proposé en premier pour accueillir cette salle, étant donné qu'avec la présence de la gare du Nord, de la gare de l'Est, de l'hôpital Lariboisière, on avait une densité sur quelques rues, une densité de présence d'usagers précaires dans l'espace public, causant souvent des troubles, en situation sanitaire souvent déplorable et en vraie difficulté, je dirais, en difficulté sociale et citoyenne. Et donc c'est pour ça que la mairie du 10e arrondissement s'est engagée avec l'hôtel de ville de Paris pour avancer sur cette idée. Évidemment, lorsque cette déclaration politique a pu être faite, nous étions dans une période où le président s'appelait Nicolas Sarkozy et le Premier ministre s'appelait François Fillon. Donc il y a eu évidemment un niet rapide et immédiat sur cette perspective. Mais il s'avère que Bertrand Delanoë, maire de Paris, Rémi Féraud, maire du 10e arrondissement et aussi à l'époque premier fédéral socialiste de Paris, première fédération socialiste de France, donc ont influé sur le débat public et ont permis d'avoir dans le programme du candidat présidentiel qu'il soutenait en 2012 le fait d'avoir des avancées en termes de santé publique, en termes de réduction des risques et des dommages, et notamment avec l'engagement, si le candidat Hollande était élu, de se lancer sur le projet de salle de consommation. C'est donc ce qui s'est passé au printemps 2012 et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a immédiatement pris le sujet à bras-le-corps et s'est lancée dans cette perspective d'ouvrir des salles de consommation et notamment et particulièrement dans le quartier de la gare du Nord. Dans le 10e arrondissement et pour pouvoir aboutir à l'ouverture de salles de consommation à moindre risque, il fallait évidemment avoir quelques facteurs clés de succès et notamment le fait que les habitants du 10e arrondissement, en tout cas les habitants de ce quartier-là, soient en capacité d'y trouver aussi un intérêt. Et évidemment, leur intérêt majeur, au-delà du fait qu'en termes de solidarité et de fraternité qui caractérise quand même le territoire du nord-est parisien, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui se sont régulièrement plaints de l'incapacité des pouvoirs publics à faire assez pour ces personnes en errance dans l'espace public, mais il y avait aussi des gens qui voyaient la problématique plus sur leur sécurité ou leur tranquillité dans leur rue ou dans leur quartier. Et donc c'est pour ça que ce projet, dès le début, devait être un projet de santé publique et un projet de tranquillité publique. Et c'est pour ça que dès le début, il était, je crois, essentiel que le maire de l'arrondissement, les élus de l'arrondissement soient parfaitement impliqués dans le projet. Donc nous, en tant qu'élus locaux, on a été très régulièrement en contact avec des habitants, des groupes d'habitants, on était disposés à répondre aux questions. Et aussi, je pense que c'est vraiment un élément important dans ce contexte-là, c'est qu'on a trouvé un mode de travail, de communication, d'information mutuelle avec les acteurs associatifs du champ de la réduction des risques. On se connaissait bien évidemment avant. Je ne suis pas sûr qu'on se comprenait toujours, ou pas tous. Et on a appris à travailler ensemble. Et le fait de pouvoir monter ce projet, d'avoir cette perspective jugée positive par nous tous, a fait que nous sommes mutuellement apprivoisés. Et nous avons compris quels étaient le cadre de travail et du secteur associatif et d'une municipalité et le cadre par exemple des habitants, mais par exemple aussi des sociétés du quartier, la SNCF, de la PHP et d'autres structures de ce type. Et c'est pour ça que nous avons probablement pris un peu de temps. Ce projet a été monté de fait effectivement en quelques années, mais a été beaucoup quand même échangé, objet de dialogue, concerté. Et je crois que c'est aussi un des éléments clés de la capacité à monter ce type de projet, à pouvoir aboutir à l'ouverture de ce projet et ensuite à permettre que ce projet s'installe durablement et dans un calme le plus fort possible. Après, bien évidemment,
là, je vous parle de la construction du projet, je vous parle de l'ouverture du projet, mais ce qui est aussi important, c'est le suivi du projet. Parce qu'on le voit bien, et on le constate, nous, par rapport à la salle de consommation à Main-Russe, mais on peut le constater aussi sur, en général, les structures médico-sociales ou les structures sociales, sur le principe, et même sur des gens qui veulent de nouvelles structures, lorsqu'elles arrivent, on a des réactions qui peuvent être des réactions inattendues, d'autres personnes qui ne s'intéressaient pas avant au sujet et qui, par le constat d'une évolution dans l'espace public, tout d'un coup s'y intéressent et généralement s'y intéressent de manière, je qualifierais de manière négative, n'ayant pas voulu participer en amont au sujet, ne s'y intéressant que parce que ça pouvait créer une éventuelle nuisance nouvelle ou une perturbation de quelque chose. Et c'est pour ça qu'il est là aussi toujours important que les élus locaux, les associatifs ou le secteur associatif concerné et les associations de riverains puissent être dans autre chose que le mépris ou le non-dialogue, mais au contraire dans une espèce de coproduction citoyenne d'avancée sociale. Dès le début, des associations de quartier s'étaient impliquées sur le sujet et avaient même produit de la documentation auprès de leurs adhérents pour dire voilà, le toxicomane n'est pas quelqu'un de mal en tant que tel, c'est d'abord quelqu'un en besoin, quelqu'un qui a un parcours particulier sur lequel il faut d'abord essayer d'apporter des nouvelles structures. Et que par contre, la solution, ce n'est pas de l'emmener plus loin. Et très concrètement, plusieurs associations citoyennes et d'habitants lambda, non manipulés, et souvent remuants sur d'autres sujets, disaient non, ils sont là parce qu'il y a la gare du Nord, parce qu'il y a la Rivoisière, il faut donc les traiter là. Et ça ne sert à rien de tenir le discours, ouvrons des structures en dehors de Paris ou dans le territoire où il n'y a pas d'habitants. Non, on ne peut pas faire autrement, il faut le faire là. Et pour le faire bien, il faut le faire là. Par contre, nous, on a des exigences ou des besoins ou des demandes sur la gestion de l'espace public et notamment sur la notion de la tranquillité publique. Mais ce qu'on a constaté depuis l'ouverture de la salle, c'est que des habitants ou des associations qui ne s'étaient pas impliquées précédemment, dès l'ouverture de la salle, parce que c'était en bas de chez eux, ont commencé à tenir un discours de soit un discours très négatif sur l'objet de la salle et son fonctionnement, soit parce qu'ils sont intelligents et ont compris que ce n'était pas politiquement correct ou qu'ils ne pouvaient pas tenir ce discours-là s'ils voulaient être entendus, ne portent pas de discours sur l'intérêt ou pas de la salle, mais portent uniquement un discours de « pas ça ici ». Et ça, par contre, c'est une vraie difficulté parce qu'à un moment donné, même si on travaille avec beaucoup d'habitants, il y en aura toujours une minorité qui exprimera un rejet plus ou moins frontal, mais qui exprimera quand même non seulement une réticence, mais aussi un rejet. Et donc il faut travailler avec ça. Il faut essayer de le réduire au maximum en écoutant ce qui est dit, et donc d'inventer aussi peut-être des nouveaux dispositifs, sans trop le détailler, mais depuis avant même l'ouverture de la salle et depuis l'ouverture de la salle, nous avons inventé localement ce qu'on a appelé un comité de voisinage qui permet de réunir régulièrement des responsables d'associations ou de conseils de quartier du territoire de la salle de consommation avec différentes associations de réduction des risques, différentes institutions chargées de la santé publique ou chargées de la tranquillité publique, comme l'ARS, comme la MILDECA, comme le commissariat, comme la préfecture de police de Paris et bien évidemment l'ensemble de la représentation des groupes politiques de l'arrondissement. Et donc ça permet de manière, je crois là aussi, très forte, tous les 2 mois, 3 mois environ, en tout cas régulièrement, de dire des choses, sachant qu'il y a une charte qu'on a fait adopter de manière collective et qui institue une manière respectueuse de se parler en ayant l'assurance qu'on peut tous dire. Par contre, dans le respect évidemment des personnes dont on parle éventuellement et dans le respect des personnes dans leur rôle institutionnel ou associatif, mais que par contre on peut tout à fait se dire les choses. Et c'est comme ça que depuis l'ouverture de la salle, au bout de 6 mois, on s'est rendu compte de certains phénomènes imprévus, notamment sur un phénomène d'engorgement à la salle lié à la distribution de kits, parce qu'on pouvait constater que la salle de consommation de Paris était la seule structure ouverte 7 jours sur 7. Ce qui est quand même en décalage complet avec la vie des gens qui ont ces besoins. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu, à cause de cela, et grâce au comité de voisinage, une mise en alerte
d'un phénomène qui n'avait pas été prévu et que des mesures en moins de 2 mois ont été prises et qui a permis d'arrêter cette distribution à la salle et donc d'avoir uniquement un public lié à la volonté de consommer à l'intérieur de la salle, mais une répartition différente de la charge de la distribution de ces Steribox. Ça aussi, c'est aussi une fabrique citoyenne. C'est à un moment donné comment on réunit avec une charte des gens pour tous dire et même se dire ce qui va bien, mais aussi pouvoir évoquer ce qui va mal et ensuite pouvoir le corriger.